Avenir détruit, comme ça peut sembler fort. On pourrait croire que je dramatise. Mais si cette question est réelle aujourd'hui, c'est à cause d'une chose très simple, le timing. Parce que cette affaire n'arrive pas n'importe quand. Elle arrive à un moment très particulier pour la CAN. Parce qu'il faut partir d'un constat simple. Avant même cette affaire, la CAN était dans une vraie dynamique positive. Et c'est pas juste un ressenti. Les chiffres l'attestent. Je suis allé sur le site de la CAF et elle a mis en avant une hausse de 61% de l'audience sur plusieurs parts de marché en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Elle a aussi communiqué sur 6 milliards de vues digitales autour de la compétition dans son total. Donc ça veut dire une chose très simple, c'est qu'en termes de visibilité, la CAN était en train de franchir un cap. Donc oui, les efforts ont marché. La compétition gagnait en exposition, en portée, en présence, et cette croissance n'était pas arrivée par hasard, parce qu'il y avait un vrai travail de valorisation. Euh, il y avait la mise en avant des villes hautes, les modernités des stades, les expériences supporters, des récits autour de la fête, et une communication plus ambitieuse autour de l'événement. Donc en fait, l'organisation présentait aussi l'édition comme une vitrine de plus en plus forte du football africain. Il y avait aussi toute une logique de starification autour du tournoi. On peut parler de Salah, Osimhen, Hakimi, Mahrez et d'autres, excusez-moi si je oublie les noms, mais ils étaient utilisés comme visage fort de la compétition pour renforcer son attractivité et son rayonnement. Donc autrement dit, la CAN n'était pas là juste là pour exister. Elle était en train de grandir réellement. Et surtout, elle commençait à transformer cette ambition en résultat visible. Donc le problème aujourd'hui, il est là. Au moment où ça commence à marcher, c'est là qu'éclate une affaire qui vient fragiliser la confiance autour de la compétition. Ce timing, il est dingue, il est mauvais. Ça me rend ouf. Désolé. Et j'aimerais faire ici une vraie distinction, parce que le football vit déjà avec des fragilités. D'ailleurs, tous les sports, des erreurs d'arbitrage, ça existe. Les décisions contestées, ça existe. Les polémiques, ça existe. Dans toutes les compétitions. Ce n'est pas normal dans l'idéal, mais c'est quelque chose qu'on a fini par intégrer comme une limite liée à l'exécution humaine du jeu. Des arbitres doivent juger en direct, dans la vitesse, dans la pression, avec une part d'imperfection. Et face à ça, ce qu'on attend à des instances, c'est qu'elles forment mieux les arbitres, qu'elles les protègent mieux, qu'elles les équipent mieux, qu'elles les accompagnent mieux, qu'elles réduisent les influences extérieures. Donc jusque-là, même quand ça fait parler, on reste encore dans le match, dans ses limites, dans son exécution humaine. Mais ici, c'est plus exactement ça. On ne parle plus seulement d'une erreur liée à l'exécution humaine. On parle d'une situation où le cadre du match lui-même semble pouvoir être requalifié après coup. Et c'est pas pareil du tout. Parce qu'une erreur d'arbitrage, même grave, ça reste dans le temps du match. Là, le problème, c'est qu'on découvre après coup que l'histoire n'est peut-être pas aussi fermée qu'on le croyait. Et ça, c'est terrible. Parce que pour le public, enfin pour nous, tout semblait fermé. Le match était fini, la fête était passée, on a vu les images, on a vu les joies, on a vu les pleurs, etc. Et voilà, la séquence paraissait close. Et pourtant, en coulisses, la question continuait d'exister. Et c'est là qu'apparaît un vrai problème de transparence. Parce qu'une compétition ne peut pas laisser croire au public qu'un chapitre est refermé si en arrière-plan, il y a encore des discussions essentielles qui continuent et qu'on n'est pas au courant. Et en plus, des décisions qui sont en mesure de faire tout basculer. Et là, on touche à quelque chose de très profond. Pourquoi le sport rassemble autant? Parce qu'il promet une chose simple, un cadre commun, une égalité de départ et l'idée que malgré les imperfections, ce qui tranche, c'est la compétition. C'est ça qui tranche à la fin. Le sport attire par le spectacle, mais il fidélise par la confiance. Et quand cette confiance commence à vaciller, ben, la visibilité seule ne suffit plus. Donc, et pour moi, le point le plus grave, il est là. Pas seulement dans l'affaire du moment, mais dans le précédent que ça crée. Parce qu'à partir du moment où une situation comme celle-ci laisse penser qu'un grand moment sportif peut être réinterrogé après coup, alors demain, tout va être relu autrement. Chaque détail du règlement va être épié à la loupe. Chaque imprécision va devenir sensible. Chaque incident mal géré pourrait revenir plus tard. Chaque faille pourra être utilisée pour demander réparation après la compétition. Et là, on change la nature même du tournoi. Le tournoi n'est pas seulement vécu comme une suite de matchs tranchés sur le terrain avec leur imperfection humaine. Il risque de devenir un espace où tout peut rester partiellement ouvert, contesté, relu, réinterprété après la fin. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à force de tout relire au microscope, à force de tout réouvrir, et à force de transformer chaque zone grise en contentieux potentiel, tu finis par dénaturer la compétition elle-même. Et on voit déjà ce danger apparaître. Des médias rapportent qu'en Guinée, certains en appellent déjà à revisiter la CAN de 76, en disant au fond, si on commence à réouvrir ce genre de dossier après coup, alors pourquoi ne pas réouvrir ceux du passé et les nôtres? Et c'est tout à fait légitime.
Mais sans entrer dans les détails, juridiques, l'idée est déjà révélatrice. Le précédent fait boule de neige. Et là, on parle pas seulement, d'un scandale du présent, on parle d'une logique qui pourrait pousser à réouvrir l'histoire elle-même. Une erreur d'arbitrage fragilise le match. Une requalification tardive fragilise la manière même dont une compétition se juge. Et une compétition qui veut grandir ne peut pas se permettre que, dans ces moments les plus sensibles, le débat quitte le terrain. La CAN n'a pas seulement besoin d'être vue, elle a besoin d'être crue. Je suis pas là pour débattre de tout ce qui se passe en coulisses parce que j'y connais rien. Je sais pas ce qui se passe en coulisses. Je suis pas là non plus aussi pour transformer des soupçons en certitudes. Mais il y a une chose qu'on peut regarder très concrètement, ce que ce type de situation produit dans la tête des gens. Parce qu'au fond, le football vit aussi par son élan, par la joie immédiate, par la spontanéité, par le fait qu'un peuple, un groupe, une famille, des supporters puissent vivre un moment à fond, sans avoir l'impression qu'il faut encore attendre autre chose derrière. Et c'est là que cette affaire devient dangereuse. Parce qu'à partir du moment où on installe l'idée qu'un grand moment peut encore vaciller après coup, la manière de vivre le football va changer. On gagne, mais est-ce qu'on a vraiment gagné? On fête, mais est-ce qu'on peut vraiment fêter? On célèbre un match, mais est-ce qu'on doit attendre qu'on revienne dessus pour vérifier si, tout était bien, si tout a bien été lu, s'il doit être été ouvert et si oui, pendant combien de temps? Et à force, on déplace quelque chose de très important. La joie devient plus prudente, l'enthousiasme devient plus méfiant, le soulagement devient provisoire. Déjà, on le sent plus déjà avec la VAR déjà. Quand il y a un but et qu'il y a une situation d'hors-jeu, on est content 2 fois. Mais c'est une espace de 30 secondes, 1 minute maximum. Maintenant, s'il faut attendre 2, 3 mois et cetera, ça devient quoi? Donc ça, c'est pas anodin, parce qu'un sport ne vit pas seulement des règles bien écrites. Il vit aussi de la confiance avec laquelle les gens accueillent ce qu'ils voient. Donc si demain, chaque résultat important doit être vécu avec l'idée qu'il pourrait être fragilisé après coup, alors on entre dans un football beaucoup plus froid, beaucoup plus suspicieux, beaucoup plus bancal, beaucoup plus inintéressant. Et là, oui, on finit par changer le rapport même à la victoire, à la défaite, à la fête. Donc oui, la CAN est peut-être plus visible que jamais, mais la vraie question aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-elle aussi solide qu'elle devrait l'être au moment où elle grandit? Parce qu'une grande compétition ne se mesure pas seulement à son audience, elle se mesure à sa capacité à protéger sa promesse, à garder sa lisibilité. Et ce que je vois, c'est une compétition qui avance, oui, mais une compétition qui doit absolument renforcer ses fondations. Et je pense que les instances qui prennent la décision de savoir si on doit la donner au Maroc ou la conserver au Sénégal doivent prendre ça en compte. Parce qu'au fond, être plus visible que jamais n'a pas de valeur si tout le reste perd sa crédibilité. Le risque, c'est de transformer la joie du foot en joie sous condition. De faire en sorte qu'un peuple n'ose plus célébrer pleinement, qu'un supporter n'accueille plus une victoire sans arrière-pensée, qu'un grand moment ne soit plus vécu comme une évidence, mais comme quelque chose qu'il faudrait presque attendre de voir confirmé ailleurs. Et à force, on finit par abîmer la passion du football elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mais voilà, j'ai vraiment mal à ma canne.